Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et d'accueillir triomphalement Monsieur Edgar Morin. Avec lequel je vais avoir le privilège d'échanger devant vous. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire l'injure de présenter Edgar Morin, ce serait insuffisant, comme disait Gide, je serais forcément insuffisant. On va tout de suite, si vous le voulez bien, entrer dans le vif du sujet et on va commencer par la lecture du début, donc un extrait de son dernier livre, lu donc par notre ami Olivier, qui est comédien. Comme ça, on sera dans l'ambiance et on pourra en parler avec Edgar. À toi. De guerre en guerre. Le premier bombardement aérien de terreur en Europe fut celui de la Luftwaffe qui anéantit Rotterdam en mai 1940. Il fut suivi par les pilonnements de Londres au cours de l'été 1940 qui furent abandonnés après la résistance héroïque de la Royal Air Force. Puis, il y eut les bombardements alliés sur les villes allemandes. Alors que j'étais attaché à l'état-major de la première armée commandée par Delattre de Tassigny, je me suis rendu peu après à Pforzheim et je ressentis une horreur que je réfrénai rapidement en me disant « c'est la guerre ». Effectivement, en février 1945, 3 mois avant la capitulation d'une Allemagne déjà vaincue, la petite ville de Pforzheim fut totalement détruite par un raid de 367 bombardiers de la Royal Air Force. 83% des bâtiments furent démolis. Le tiers de sa population, soit 77 000 civils, fut tué. Il y eut autant de blessés. J'ai connu ensuite Karlsruhe et Mannheim, complètement dévastés par les bombardements américains, Hambourg, ravagé de même, et enfin Berlin, que je traversais de part en part en juin 1945, entre les ruines accumulées par les pillonnages américains et les tirs massifs de l'artillerie soviétique. Puis j'appris que les 13 et 14 février de cette même année, 1300 bombardiers anglais et américains avaient anéanti la ville d'art démilitarisée de Dresde, déversant 2430 tonnes de bombes incendiaires et faisant, selon une évaluation de la Croix-Rouge, plus de 300 000 morts. Tout cela m'impressionnait fortement. Mais l'horreur du nazisme et de ses abominations dans les pays occupés, et surtout en URSS, nous occultait, à nous résistants anti-nazis, les hécatombes des frappes de terreur sur des populations civiles qui détruisaient des villes entières, touchant femmes, enfants, vieillards, plus que les combattants. Ajoutons que lors du débarquement allié en Normandie, 60% des morts civiles normandes furent dues au bombardement libérateur. C'est bien plus tard, depuis l'invasion de l'Ukraine, que monta en moi la conscience de la barbarie des bombardements accomplis au nom de la civilisation contre la barbarie nazie. Alors que les générations qui n'ont pas connu la guerre s'horrifient à juste titre des images télévisées de maisons éventrées et de civils assassinés en Ukraine, je me remémore les plus massives destructions et massacres commis par les nôtres, notamment américains. Le tribunal de Nuremberg, 1945-1946, a condamné l'hitlérisme et institué la notion juridiquement nouvelle de crime de guerre. Demeurée floue, violation du droit international humanitaire instauré par traité ou droit coutumier, dont les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international, la notion de crime de guerre a pu être précisée par David von Reybrouck dans son livre « Révulossi », selon 3 critères : occasionnel, structurel ou systémique. Les crimes de guerre occasionnels sont les blessures sous la torture, les meurtres commis sans instruction du commandement par des individus ou des groupes militaires. Les crimes de guerre structurels sont les crimes et violences décidés par officiers ou généraux.
Les crimes de guerre systémiques font partie de la stratégie militaire d'un gouvernement en guerre, celui-ci en étant le décideur initial. Tous ces types de crimes portent sur des civils ou des militaires désarmés. Il est clair que durant la Seconde Guerre mondiale, les crimes de guerre perpétrés par l'Allemagne nazie envers les Juifs, les Tziganes et des populations civiles prises en otage et fusillées furent des crimes de guerre systémiques, structurels et occasionnels, et constituèrent la criminalité première et principale de cette guerre. Mais on ne peut s'empêcher de penser que les bombardements massifs de villes allemandes et de leur population civile, hors objectifs militaires précis, constituent rétrospectivement des crimes de guerre systémiques. Merci Olivier. Alors, nous voilà directement au cœur d'une des problématiques de votre livre et aussi de ce qui, étant donné le sujet et l'actualité aujourd'hui, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, a suscité des réactions assez énergiques ici en France, puisque vous reliez d'une certaine façon tous les crimes de guerre, y compris ceux que vous avez vus de vos yeux quand vous étiez résistant et ensuite en Allemagne, et vous dites d'une certaine façon, il y a des crimes de guerre de tous les côtés et on oublie facilement certains crimes de guerre, ceux commis par notre camp. Oui. Je veux dire que cette guerre d'Ukraine m'a rétrospectivement amené à réfléchir sur toute une para occultée par moi, la Seconde Guerre mondiale, et montrer que la guerre du bien contre le mal comportait aussi du mal entre elles. Il n'y a pas seulement ces bombardements dont je parlais, mais je me souviens de ce mensonge de guerre énorme que Staline a fait en disant que 60 000 officiers militaires polonais ont été tués par les Allemands, Katyn. alors qu'ils avaient été tués sur ordre de Staline à l'époque du pacte germano-soviétique. Donc, si vous voulez, ça m'a amené, parce que, bien entendu, je dis et je le répète, que dans cette guerre, le principal responsable et agresseur, c'est évidemment la Russie, qui a attaqué et envahi l'Ukraine, et qui a même tenté de se l'annexer totalement, qui a échoué, mais qui actuellement s'est replié sur le Donbass et le bon. Mais ce que je veux dire, c'est que cette expérience, ce que j'ai vu de cette guerre, m'a ramené pas seulement à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi à la guerre d'Algérie, où les justes partisans de l'indépendance algérienne, le FLN, ont subi évidemment de la part des Français une répression, des tortures et des massacres, mais eux-mêmes ont commis des crimes qu'à l'époque nous avons sous-estimés. Ainsi, par exemple, il y a eu une guerre civile entre le FLN et l'autre mouvement de résistance qui était celui de Messali Hadj, le fondateur du nationalisme algérien, dont les maquis ont été exterminés par le FLN, et un village qui s'appelle Melouza a été entièrement détruit par le FLN, qui a attribué aux Français cette destruction, ce qui aurait été possible, mais ce n'est pas le cas. Et je m'assure reporté aussi à la guerre de Serbie, de Yougoslavie, parce qu'il y a eu une guerre fratricide entre deux peuples qui parlaient la même langue, qui avaient la même origine, dont l'un était catholique et l'autre orthodoxe, et qui avaient pu fraterniser un temps dans un pays unique, la Yougoslavie, et qui se sont livrés à des massacres horribles, dont évidemment il y a un principal responsable, qui est la Serbie, mais les autres aussi. Et si vous voulez, de tout ceci, je tire l'idée que la guerre ne provoque pas seulement des maux physiques terribles,
des mots matériels épouvantables, mais des mots intellectuels effrayants, avec une propagande qui tente à haïr non pas seulement l'armée ennemie, mais le peuple ennemi. C'est ce que vous La appelez haine du peuple ennemi, c'est ça qui arrive le plus souvent. c'est ce que vous appelez Un la déchaînement de criminalisation. guerre, c'est la haine qui Voilà. provoque les tueries, les assassinats, les mépris, tout ceci. Et dans chaque guerre, il y a une propagande unilatérale qui montre ou parfois même invente les crimes de l'autre, de part et d'autre. Bien entendu, je ne dis pas qu'il y a une symétrie, je ne dis pas que c'est pareil, puisque actuellement c'est l'Ukraine qui est envahie et ce n'est pas la Russie. Mais je dis aussi que pour considérer la situation de cette guerre, il faut penser qu'inévitablement, d'ailleurs nous-mêmes en France, nous tendons à occulter certaines choses et à mettre en relief d'autres choses. Et mon livre de tout ceci est une réflexion qui appelle à la lucidité, à la vigilance, l'attention à la diversité des sources d'information, à ne pas se laisser tout de suite convaincre par une information, mais attendre un peu la confirmation. Bien entendu. Est-ce qu'on finit par savoir la vérité, Edgar, sur ces choses? Je pense à Hiroshima en vous écoutant, par exemple. Pendant longtemps, on a dit, sans Hiroshima, le Japon n'aurait pas perdu la guerre, et donc la guerre de la Deuxième Guerre mondiale ne se serait pas achevée. On sait maintenant que c'est pas vrai, que le Japon était déjà exsangue, et que c'est pas le massacre des civils d'Hiroshima qui a réglé le problème. Ou je me trompe? Écoutez, l'histoire d'Hiroshima a fait l'objet de nombreux débats. Et bon, il est certain que la victoire alliée américaine aurait été retardée s'il n'y a pas eu Hiroshima, mais qu'elle était déjà inscrite dans les faits et qu'il n'y a pas eu seulement Hiroshima, il y a eu Hiroshima et Nagasaki, 2 villes bombardées. C'est une énormité. Alors, de toute façon, pour Hiroshima, on peut s'interroger, mais en général, tous les bombardements de terreur n'obtiennent jamais un effet positif pour ceux qui les commettent. Ça ne provoque jamais la révolte des populations. Ce sont des meurtres totalement inutiles militairement. Ça, c'est sûr. Et on finit par avoir des sources, par avoir la vérité. Vous qui prenez de la distance en tant que sociologue, en tant que philosophe, en tant qu'historien, est-ce que il y a des choses que vous avez découvertes d'une certaine façon, qui étaient occultées quand vous étiez sur le terrain plus jeune, et ensuite que vous avez vu des vérités apparaître? Écoutez, en général, on nous dénonce très bien, je pense d'une façon très juste, la répression en Russie sur les opposants, sur ceux qui refusent le service militaire, sur cette répression exacerbée par la guerre. Là, nous avons pas mal. Mais sur l'Ukraine, nous avons beaucoup moins d'informations. Je ne dis pas du tout qu'il y a une symétrie. Mais par exemple, il y a eu une information fugitive, mais à mon avis très significative, quand on a appris que les autorités ukrainiennes avaient interdit toute la littérature et toute la musique russe. En fait, c'est-à-dire des patrimoines humanistes les plus importants de l'humanité. C'est-à-dire que la haine anti-russe est terrible, comme la guerre anti-ukrainienne est ignoble, avec le fait que les Ukrainiens sont traités de nazis, etc. Mais il faut dire aussi que, et en ce qui concerne les exactions faites par les Ukrainiens, nous sommes très peu informés ou des choses faites. Par exemple, il y a eu une bombe ukrainienne qui est tombée sur un village polonais. Les Ukrainiens ont dit que c'était une bombe évidemment russe, mais les Américains, avec le service de renseignement, ont tout de suite dit que c'était vrai.
aussitôt cette information a disparu de la circulation. C'est-à-dire qu'effectivement, les Ukrainiens ont tenté de faire déborder la guerre en attribuant aux Russes de bombarder la Pologne. Donc, si vous voulez, je demande simplement de la lucidité en considérant il y a beaucoup de choses, par exemple, le culte à Bandera. Vous savez que Bandera fut un grand nationaliste ukrainien qui s'était réfugié en Allemagne, qui est devenu national-socialiste, et que les Allemands ont mis comme administrateur de l'Ukraine, et qui a participé au crime, au massacre des Juifs, à tout ceci. Et puis Bandera a compris à la fin que les Allemands n'allaient pas du tout libérer l'Ukraine, et ceux-ci l'ont mis en résidence forcée. Bon. Après Maïdan, l'Ukraine a rendu un culte à Bandera avec des statues, etc. Ils n'ont pas rendu culte aux massacreurs de Juifs, ils ont rendu culte, évidemment pour eux, à celui qui a lutté contre les Russes, mais il y a une ambiguïté dans ce personnage historique qui a des statues, et par exemple la rue de Moscou qui allait du centre-ville à Babi Yar, qui fut un des plus grands crimes de Juifs commis par les nazis en Ukraine, est baptisée rue Bandera. Donc, si vous voulez, l'Ukraine est prise dans un cycle d'hypernationalisme, dans un cycle dans lequel ses amis, et d'autant plus ses amis qui la ravitaillent, devraient lui manifester un souci critique pour éviter certaines choses. Donc, voilà, mais il y a beaucoup d'autres choses que le sort pour les opposants, pour ceux qu'on appelle les pro-russes en Ukraine. On sait très peu de choses sur la répression en Ukraine des autres. On ne sait pas. Donc, si vous voulez, prudence et vigilance. Alors, dans votre livre, vous parlez d'hystérie de part et d'autre dans ce genre de conflit, et vous parlez de criminalisation de l'ennemi. Et effectivement, vous rappeliez que pour les Russes, tous les Ukrainiens sont des nazis, en gros, et que pour eux, conquérir l'Ukraine, c'est dénazifier l'Ukraine. On se rend compte que depuis toutes ces décennies, les méthodes n'ont pas changé, la propagande n'a pas changé, on n'a fait aucun progrès. Malheureusement, dès qu'une guerre reprend, les mêmes vices, les mêmes duperies, les mêmes mensonges reviennent. C'est quelque chose de terrible qui est intrinsèquement. Il y a des guerres qui sont moins atroces que d'autres, mais elles apportent tous ce qu'on appelle le bourrage de crâne. Prenez la guerre de 14-18, que évidemment je n'ai pas vécue, mais ma génération en a toute la marque parce qu'on a connu les combattants. Le récit principal était que les journaux, les intellectuels faisaient une vision absolument enchanteresse de cette guerre qui était vécue de la façon la plus affreuse dans les tranchées par les combattants. Il y a une occultation des conditions les plus tragiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'héroïsme réel de combattants ukrainiens, mais on ne parle pas du sort terrible de tous ceux qui sont dans les tranchées et aussi des malheureuses troupes russes qui ont été envoyées à l'abattoir. Alors, vous portez sur tous ces conflits un regard d'une extrême lucidité et de vigilance, comme vous disiez. Quand vous vous êtes engagé donc, dans la résistance, c'était du côté des maquis communistes. Et vous avez été pendant 10 ans adhérent militant du Parti communiste. Donc vous vous engagiez dans des réseaux de résistance communiste, sachant qu'il y avait eu le pacte germano-soviétique, et donc vous connaissiez j'allais dire les travers, les défauts, les crimes de Staline. À partir de quel moment vous-même vous faites cette réflexion critique et vous changez, non pas vos idées, mais vous changez d'orientation, je dirais? Alors tout d'abord, dans mon adolescence, j'avais une parfaite connaissance des procès de Moscou et de tous les côtés ignobles du communisme stalinien. Mais quand il y a eu la résistance de Moscou, je me suis mis à penser que tous ces vices
du communisme stalinien était antérieure due à l'encerclement capitaliste ou à l'arriération de la Russie, mais que la victoire allait permettre une civilisation fraternelle, socialiste. Autrement dit, j'ai refoulé mon savoir pour pouvoir adhérer. Et pourquoi pour pouvoir adhérer? Parce que j'ai besoin d'action. Je me suis engagé, c'est vrai, dans le communisme, mais j'ai participé en même temps à un réseau de résistance gaulliste. J'avais une double identité, gaulliste et communiste, mais c'est vrai que j'avais foi en l'avenir de la Russie. Et c'est à partir des années 46, du retour de l'obscurantisme stalinien, surtout d'abord sur les intellectuels, ensuite le procès Kravchenko, le retour des procès du genre procès de Moscou, enfin, le retour du stalinisme m'a désenchanté dès les années 47-48 et j'ai rompu en 1950 avec le Parti communiste et depuis je ne fais partie d'aucun parti. Autrement dit, j'ai eu deux étapes. C'est refouler ce que je savais de l'URSS et deuxièmement, c'est retrouver la vérité sur l'URSS. Du reste, ça m'a fait un travail intellectuel important que j'ai consigné dans un livre qui s'appelle Autocritique. Est-ce que vous aviez lu Retour de l'URSS de Gide, par exemple, au moment de sa sortie? Je l'avais lu à l'époque, le Retour de l'URSS et ses retouches à l'URSS. J'avais lu Trotsky, j'avais lu le Staline de Boris Souvarine, j'avais lu tout ça. Mais vous savez, souvent on refoule et on occulte des choses que l'on sait. C'est ça qui est effrayant à la conscience humaine. Absolument. C'est assez symbolique que votre premier livre, donc, qui paraît en 1946, si mes souvenirs sont bons, soit un livre consacré à l'Allemagne. Oui. Justement. Donc le juif descendant de famille juive de Salonique, le résistant, le combattant, etc., son premier livre est consacré à l'Allemagne. Déjà, vous étiez inclassable dès votre premier livre, je dirais. Bien sûr, puisque comme j'étais en occupation en Allemagne et que j'ai bien connu cette Allemagne occupée, j'ai éprouvé le besoin de faire savoir ce que c'était cette occupation que j'ai appelée l'an zéro de l'Allemagne et de réfléchir sur le destin d'une nation qui a produit pour moi ce qu'il y a de plus beau en musique, en philosophie, en littérature, et ce qu'il y a de plus ignoble en politique. Voilà le destin de ce paradoxe allemand qui est la patrie de Goethe et d'Hitler. Il m'a poursuivi sans arrêt. Oui, vous avez consacré plusieurs livres à l'Allemagne au fil de votre carrière. Oui. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'Allemagne. C'est un pays qui vous requiert. C'est-à-dire que je suis retourné en Allemagne plusieurs fois, jusqu'à une époque assez récente. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était comment Berlin, qui était une ville capitale, a été coupée en deux, est devenue deux villes ennemies, avec le même peuple et appartenant chacun à un système solaire différent, le soviétique et l'occidental, et comment ces deux villes jumelles devenues dissemblables ont fini avec la chute du mur de Berlin à se réunifier. Donc toute cette histoire, je l'ai suivie avec une attention passionnée. Et quand on lit aujourd'hui que le soutien massif de l'Allemagne à l'Ukraine, qui passe par une espèce de réarmement, de remilitarisation de l'Allemagne, est inquiétant, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour l'avenir, le réarmement de l'Allemagne, qui est cette puissance qui est déjà la puissance économique dominante en Europe, si la conjoncture devient une Europe qui se disloque, sera effectivement dangereuse. Oui, donc c'est pas très, ça rend pas très optimiste tout ça. En revanche, à vous lire, vous avez foi en la culture, en fait. Si je veux dire, une espèce de contrepoids à cette barbarie, à tous ces crimes, c'est la culture. À l'instant, pour vous, vous disiez l'Allemagne, c'est la culture, c'est la musique, etc. Donc c'est ça qui vous permet de ne pas désespérer en l'homme? Vous savez, ce qui me permet de ne pas désespérer,
c'est surtout les capacités intellectuelles et créatrices de l'esprit humain qui, vous savez, il y a des choses extraordinaires. Regardez Gorbatchev, qui était le secrétaire général du Parti communiste, hérité de Staline. Il s'est produit une révolution dans sa tête et c'est devenu un champion de l'humanisme planétaire et de la maison commune de toute l'humanité. Le roi Juan Carlos, qui a été élevé par Franco et dans le système éducatif franquiste, arrivé au pouvoir, a fait le contraire, a fait la démocratie. Donc, je crois que l'esprit humain, dans certains cas, est capable de révolution, de se transformer, de lucidité. Je crois que ce sont des possibilités, c'est pas sûr. Bien entendu, la culture, entendue dans le sens humaniste, où elle nous ouvre sur les musiques étrangères, des littératures étrangères, des œuvres d'art étrangères. Ces livres, dans le fond, nous humanisent d'une certaine façon. Mais ça ne suffit pas. Il faut un travail de l'esprit permanent et il faut un retour de la créativité de l'esprit humain. D'ailleurs, vous parliez de l'Espagne à l'instant, ça a été votre premier engagement, la guerre d'Espagne. Quand vous étiez tout jeune, vous étiez ado, vous militiez déjà en faveur de la République espagnole. Non seulement pour la République espagnole, mais à l'époque, j'étais conscient de tout ce qu'on faisait contre les anarchistes, que cette même République réprimait les anarchistes et les poumistes et les trotskistes. Mais tout ceci, je l'ai refoulé. Mais il m'est resté quand même que quand il y a eu la chute de Barcelone, j'ai pleuré comme d'autres camarades comme moi. Et pour moi, c'est l'une des premières expériences déchirantes de ma vie que j'ai fait adolescent, de sentir que ce désastre est arrivé et sans savoir qu'il serait suivi par d'autres désastres. Et la lâcheté des démocraties qui a laissé la République espagnole péricliter, enfin se massacrer. Oui. Donc je crois qu'on a bien compris que vous êtes en activité, en alerte toujours sur ce qui se passe, que vous suivez la politique internationale, ce livre le prouve. Je voudrais qu'on s'éloigne un tout petit peu de ce livre pour parler un peu de vous, puisque on est là pour parler de vous. Dans un autre livre qui va paraître de vous là chez De Noël dans quelques semaines, au mois de juin, vous rassemblez un certain nombre de textes personnels, littéraires, politiques, etc., y compris des choses avec un peu d'humour, et vous parlez de vous. Alors j'ai relevé quelques formules. Vous parlez de votre curiosité polymorphe, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi vous êtes un curieux polymorphe ? Comme les enfants sont curieux de tout ce qu'ils voient. Ils essaient de comprendre ce que c'est. Et ces curiosités de l'enfant se poursuit dans la jeunesse. On essaie de comprendre le monde dans lequel on vit. Et moi, je crois que j'ai conservé ces curiosités, je dirais, à la fois infantiles et juvéniles, et qu'il y a tellement de choses inattendues, étonnantes, merveilleuses ou horribles qui arrivent, que vraiment je suis censé solliciter, parce qu'il peut arriver aussi bien dans notre pays qu'en Europe, que dans le reste du monde. Et vous ajoutez « tout m'étonne ». Oui. Jolie formule, ça, c'est une belle devise, non ? Vous savez, je peux dire que c'est étonnant d'être en vie à 102 ans, mais je veux dire que je m'étonnais de la vie déjà tout le temps. Pourquoi suis-je moi ? Pourquoi suis-je né ? Pourquoi existe-t-on ? Pourquoi la vie ? Pourquoi les planètes ? Pourquoi le soleil ? Tout ça. Bien entendu, nous avons beaucoup d'explications scientifiques, mais toutes ces explications débouchent sur ces mystères fondamentaux, n'expliquent jamais pourquoi. Nous ne saurons jamais le pourquoi, et c'est parce que nous ne saurons jamais que
nous ne pouvons pas nous cesser de nous étonner. Alors vous avez quelques explications quand même de cette longévité. D'abord, vous dites que vous êtes un miraculé. Dès votre naissance, vous avez déjà échappé à la mort. Et ensuite, vous donnez des conseils de longévité. Vous nous prescrivez le fameux régime crétois, le fameux régime méditerranéen, l'huile d'olive, une vie saine, surtout pas de sport. Mais apparemment, c'est la recette de votre longévité, si j'ai bien compris. Ça, c'est du point de vue physiologique, si vous voulez. D'autant plus que ce régime méditerranéen, c'est celui de toute mon enfance. Mais j'ajoute que je crois beaucoup plus que c'est beaucoup plus la curiosité, l'amitié, l'amour, les sentiments, si vous voulez, la vivacité des sentiments qui m'ont entretenu vivant et qui n'ont pas cessé, puisque j'ai fait une union quand j'avais 89 ans, et continue à vivre une vie intense d'amour pour ma compagne. Donc, si vous voulez, bien entendu, je déplore la disparition d'un grand nombre d'amis extrêmement chers, extrêmement proches, mais il m'en reste quelques-uns de très précieux. Et donc, je crois que ce sont ces choses-là qui m'aident à vivre, avec en plus le fait que je me sens comme étant une petite parcelle d'humanité qui vit une aventure incroyable dont on ne sait pas où elle va, parce que les possibilités les plus belles sont possibles grâce à la technique, à l'intelligence artificielle et tout ça, et que les possibilités les plus affreuses sont présentes aussi grâce à la technique et grâce à l'intelligence artificielle. La même technique capable de créer de travailler sur des cellules souches qui vont permettre de prolonger la vie en bonne santé, sont capables de créer des arbres de destruction massive, de guerre bactériologique. Donc voilà, tout ce qui va se passer a une direction désastreuse et une direction possible heureuse, je ne dis pas permanente, puisqu'on continue, l'aventure ne cessera pas, mais me sentir faire partie de cette aventure est quelque chose aussi qui me maintient ma vitalité. Vous vous présentez en général comme un agnostique. Moi, ce qui m'a frappé dans vos textes, là, vous parliez de l'univers, c'est que vous parlez très souvent des planètes, du Soleil, de la Lune, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un peu panthéiste, un peu amoureux de tout ça et un peu fasciné par tout ça? Écoutez, quand Spinoza a retiré la créativité à un Dieu extérieur au monde pour le mettre dans la nature, moi je constate effectivement la créativité formidable de la vie qui a créé tellement d'espèces, qui a créé les ailes, qui a créé le cerveau, qui a créé l'estomac, qui a créé des choses. Donc, il y a une créativité dans la vie. Bon. Maintenant, la deuxième chose, c'est que grâce à la connaissance scientifique, nous savons que chacun d'entre nous a des cellules qui sont les héritières des premières cellules vivantes et que ces cellules portent en elles des molécules qui sont nées dans des astres antérieurs, peut-être à notre Soleil. Autrement dit, nous portons en nous tous les éléments physiques de l'histoire cosmique. Et donc, qu'on le veuille ou non, je suis un petit bout de cet univers. Là, c'est Lucrèce et la théorie des atomes, là. On revient à Lucrèce, effectivement. Matérialiste? Oui. D'accord. Moi, je voyais effectivement ce côté un peu à l'antique chez vous, ce côté un peu stoïcien et panthéiste, effectivement, les planètes, etc. Est-ce que vous parliez de curiosité tout à l'heure? Est-ce que vous êtes quelqu'un, par exemple, qui est un boulimique? Je pense à votre œuvre, par exemple. Vous avez
j'ai même pas compté le nombre de livres que vous avez publiés depuis 46. C'est un rythme hallucinant. Parfois, par exemple, cette année, il y aura au moins 2 livres, à moins que vous nous en cachiez un troisième qui sortirait au deuxième semestre. Mais donc, il y a eu celui-là qui est paru en février. Il y a celui de chez De Noël en juin. Et comment vous travaillez? Comment ça vient? Comment vous fonctionnez? Je suis un graphomane, si vous voulez. À un moment donné, je suis possédé par une idée. Par exemple, pour ce livre de Guerre en guerre, il est évident qu'à un moment donné, cette guerre d'Ukraine m'a fait revenir en arrière et réfléchir sur toutes les guerres que j'ai connues et faire une réflexion nouvelle pour moi. Donc, si vous voulez, il y a toujours un thème et un sujet. Mais pour parler de la plupart de mes œuvres, les unes sont surtout consacrées au problème de la connaissance et du problème de la difficulté de connaître, de ne pas se tromper, de ne pas s'illusionner. Ça, c'est tout un effort que j'ai fait et qui a culminé dans ma série qui s'appelle La La méthode. méthode. Toute une autre partie de mon œuvre est d'essayer de comprendre le monde contemporain et beaucoup de textes ont été suscités par la réflexion sur des événements surprenants qui arrivaient, comme par exemple, ça a été le cas de mai 68. Donc, si vous voulez, je marche sur 2 jambes. Une jambe qui est, appelons-la entre guillemets, philosophico-épistémologique, enfin sur la connaissance, et une jambe sur le monde actuel. Tout ça en ayant enseigné dans des universités, au CNRS, etc., mais sans être ce qu'on appelle un universitaire. J'ai préféré vivre librement et tranquillement au CNRS où j'ai pu la faire, plutôt qu'avoir les servitudes, bien entendu, et les honneurs d'un professeur d'université. Que vous avez quand même été, surtout à l'étranger, notamment en Amérique latine. Ah oui, j'ai souvent enseigné dans les universités étrangères, bien sûr. Est-ce que vous diriez que vous avez formé des disciples? Est-ce qu'il y a une école Edgar Morin où vous êtes totalement unique? Ça ne s'exclut pas d'ailleurs, on peut avoir des disciples et être unique. Écoutez, j'ai pas de disciples et même, disons, je n'aimerais pas en avoir. Mais il y a des gens dont mon influence leur a permis de revenir sur eux-mêmes, sur leurs pensées et de se refaire une propre vision du monde. Si j'aide les autres à mieux penser par eux-mêmes, je pense que mon rôle c'est celui qui effectivement s'accomplit. Parce que souvent, les grands intellectuels ont une espèce de cercle, moi j'appelle ça des gourous, donc vous n'êtes pas un gourou. Non, j'ai des amis, il y a des gens qui croient en mes idées, mais chacun s'en saisit et les assimile dans sa propre pensée. Et je préfère ça. C'est aussi un mode de fonctionnement socratique, je dirais. C'est un mode de fonctionnement à l'antique, comme Socrate, Platon, etc., sans avoir vraiment d'école, mais de répandre sa pensée. Oui. Laquelle pensée, donc, est complexe. Donc c'est un mot qui vous est cher, c'est une définition, cette pensée complexe. Vous pouvez nous l'expliquer simplement, si j'ose dire, et en quelques minutes? Ça serait très fort. Le mot complexus latin, quand ça veut dire qui embrasse. Qui relie des choses entre elles, des choses diverses entre elles. Or, moi je constate que, vu notre éducation, les connaissances sont séparées, compartimentées, isolées les unes des autres. Nulle part, par exemple, on enseigne ce que c'est qu'être humain. Parce que pour comprendre ce que c'est qu'être humain, il faut comprendre qu'on est d'une réalité physique, biologique, culturelle, spirituelle et autres. Et que Homo sapiens, l'homme raisonnable, est en même temps Homo demens.
homme capable de toutes les folies. Donc, si vous voulez, toutes les connaissances sur l'être humain sont isolées. Et moi, j'ai essayé de les réunir dans mes livres sur l'être humain, que ce soit le paradigme perdu ou l'humanité. Donc, la pensée complexe, c'est une pensée qui peut relier ce qui est séparé et qui, pour ceci, a certains principes, certaines méthodes. Ce n'est pas le temps de l'expliquer. Oui, bien sûr, ici. bien sûr. Non, c'était pour faire. Un minimum de notions et qui, si on les utilise, permettent de mieux comprendre. Bien entendu, on ne peut pas avoir une connaissance totale de tout. Par exemple, nous vivons des crises liées les unes aux autres en ce moment. La crise écologique de la planète, nous avons une crise de civilisation, la nôtre et les autres civilisations. Nous vivons des problèmes économiques proches de la crise avec l'inflation. Nous vivons une guerre qui risque de se transformer en guerre mondiale. Bref, nous vivons toute une série de crises liées les unes les autres, dont nous ne pouvons pas saisir la totalité, mais il faut essayer de comprendre leurs liens et d'être très vigilant sur ce qui doit se passer. Il y a une formule de vous qui dit « Je vais partir en plein suspense historique ». C'est-à-dire que vous... suspense par rapport à ce que vous venez de dire, évidemment, ce qui peut nous arriver, des crises qui s'accumulent et des dangers pour la planète et l'humanité. Mais je trouve la formule d'abord, évidemment, le plus tard possible, mais je trouve la formule belle et humble, en fait. Malgré toutes ces connaissances que vous avez accumulées, malgré toutes ces disciplines, il y a une modestie dans cette phrase, je trouve. Comme si, au moment de partir, vous disiez, finalement, je sais pas tellement de choses. Je sais des choses, mais je ne sais pas tellement de choses. Écoutez, il y a un mystère profond, d'abord dans l'univers, dans la vie. Les connaissances les plus avancées arrivent toujours à cet inconnu, à ce mystère. Ça, c'est une chose. D'autre part, du point de vue de l'histoire humaine, c'est une histoire qui n'est pas linéaire, qui a des allers-retours, qui a des sinuosités, qui a des accidents, qui subit des désastres, des effondrements des civilisations. Là aussi, nous devons mêler ensemble le maximum de connaissances pour essayer de vivre au mieux dans l'inconnu et de ne pas d'être pris le moins possible au dépourvu. Ce qui n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Est-ce que, pour terminer sur une note peut-être un peu optimiste, est-ce que vous diriez on vit une époque formidable, passionnante, unique, angoissante mais merveilleuse, etc. Est-ce que vous adhéreriez à cette formule un peu toute faite, l'époque formidable? Je crois que les deux choses sont vraies. La vie est une expérience extraordinaire. Moi, je me réjouis même des choses les plus banales, comme un vol de papillon ou un tourbillon d'hirondelles, de me promener au soleil dans la rue. Donc, les choses apparemment infimes me donnent un sentiment de bonheur. Donc, j'ai connu et je connais des moments d'exaltation, d'intensité, de communion, de poésie. La poésie de la vie est une chose capitale, mais c'est parce que je sentiment si profondément poétique que je maintiens ma révolte, mon refus des horreurs, des ignominies, des mensonges, des haines. Voilà. Mon ennemi, c'est la haine. Et dans le fond, c'est ça aussi qui est un élément clé de mon livre. C'est la haine qui provoque tellement de désastres, tellement de bêtises, tellement d'ignominies.
Écoutez, je crois qu'on peut pas se quitter sur une plus belle formule, sur un plus bel engagement de vie. Merci beaucoup. Merci mille fois, Edgar Morin, d'avoir bien voulu penser avec nous. Donc, je rappelle le nouveau livre d'Edgar Morin, De guerre en guerre, paru aux éditions de l'Aube. Les éditions de l'Aube ont leur stand à côté. Je ne sais pas si vous y passerez. Et puis, je vous annonce en exclusivité mondiale la sortie de Encore un moment, texte politique, sociologique, philosophique et littéraire. C'est le 7 juin 2023 à paraître chez De Noël. Voilà, merci de votre attention. Merci. Et encore merci, Edgar.